Sécur, épisode technique. Je suis copain de Yann. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc moi, c'est Yohan Schenk. Je suis un directeur dans la pratique de cyber-réponse de KPMG Canada. Donc, au fond, ma job de tous les jours, c'est la réponse aux incidents, particulièrement des incidents de rançongiciel, des business email compromise, etc. Fait que moi, je suis vraiment digital forensic, penetration response, mais je suis aussi la personne responsable de notre pratique de threat hunting. Donc, on a un service de threat hunting que je développe, puis j'assiste aussi d'autres équipes avec des développements des use cases de détection et ou autres. Fait que, tu sais, vu qu'on est incident response, on voit beaucoup de choses sur le terrain, puis on ramène toute cette expertise-là à l'interne. Puis ça va faire 6 ans l'année prochaine que je suis chez KPMG, puis ça fait environ 12 ans total que je suis en TI, donc la moitié en cybersécurité. C'est cool. Aujourd'hui, on est au DEFCON et non DEFCON, événement pour justement du detection engineer et du threat hunting. Tu es un des concepteurs d'une track, donc d'un challenge, si on veut, où les gens doivent justement faire du threat hunting. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, fait qu'au fond, le workshop que j'ai fait, c'est un peu du threat hunting en KQL 101. Donc, au fond, le KQL, le Custo Query Language, le langage pour explorer les données dans l'univers de Microsoft, surtout au niveau de Microsoft Sentinel. Fait que c'est un workshop que j'ai fait justement pour montrer un peu comment faire le threat hunting en KQL dans l'environnement Sentinel. C'est vraiment plus particulièrement axé sur la télémétrie d'un autre produit de Microsoft, leur suite Defender, le Defender for Endpoint. Parce qu'à un moment donné, quand tu es rendu dans le monde de Microsoft Sentinel, faire du threat hunting dans KQL, il y a beaucoup de chances que tu travailles avec des produits de la suite de Microsoft Defender, que ce soit Defender for Endpoint, Defender for Entity, and so on. Donc, c'est plus naturel, réaliste que tu travailles avec ça qu'autre chose. Donc, je voulais vraiment mettre ce sentiment de réalité, de t'exposer comme, OK, c'est dans Sentinel, puis tu es rendu à faire du threat hunting là, tu vas sûrement dealer avec ces produits-là. Donc, c'est quand même un petit workshop où il y a 2 machines virtuelles qui ont été montées, une Windows client, une Windows serveur. Et de là, du mieux que j'ai pu, j'ai exécuté une attaque au complet en passant de l'accès initial jusqu'à l'exfiltration de données. Et j'ai utilisé certaines techniques d'attaque qui abusent de certaines choses au niveau de Windows, qui donnent beaucoup d'opportunités pour faire du threat hunting, parce que dans ces concepts-là, mettons les services Windows, les tâches planifiées, etc., il y a plusieurs façons de faire du threat hunting là-dessus. Il n'y a pas juste, mettons, de chercher je ne sais pas moi, l'exécution d'une tâche planifiée ou l'installation d'un service Windows. Il y a d'autres techniques que tu peux utiliser en arrière pour faire ce threat hunting-là. Donc, j'ai vraiment essayé de faire des attaques qui vont laisser des artefacts de la donnée sur ces concepts-là pour que les personnes puissent faire du threat hunting, puis on peut explorer différentes méthodes de faire du threat hunting sur ces aspects-là. Donc, c'est ça, tu as monté une attaque synthétique pour avoir du contenu que tu as mis qui est justement, comme tu mentionnais, qui est remonté par la suite Defender, qui vient populer un sentinelle dans lequel les gens vont faire leur requête. Est-ce que tu as utilisé d'autres choses que juste Defender ou c'est vraiment strictement Defender que tu as utilisé pour ta Non, c'est vraiment juste Defender for Endpoint parce que c'est ça le plus réaliste souvent là, dans un sens, comme quand tu vas travailler avec un Sentinel KQL, chance que tu vas travailler avec la suite Defender. Mais sur les VM, par exemple, la façon dont l'infrastructure était montée, il y avait quand même des Advanced Audit Policies au niveau de Windows qui étaient poussés pour activer des événements spécifiques, des Event ID dans le Security Event Log pour, mettons, tes Process Creation, tes User Management, User Creation et autres et autres. Et ces événements-là ont été remontés aussi dans le Sentinel. Il y avait aussi un Sysmon qui était déployé avec une configuration qui quand même assez large, capture beaucoup. Et ces événements-là aussi étaient finalement envoyés dans le Sentinel. Donc, une partie du workshop, c'est un peu un challenge. S'il y a des personnes qui sont plus familiers déjà avec le KQL ou avec l'exploration de données, le threat hunting dans Defender for Endpoint, je leur propose, vous pouvez faire ça, essayer de répondre aux questions workshop en utilisant la télémétrie, que ce soit de Sysmon ou du Windows Event Log qui provient du Advanced Audit Policy, ou même mixer les deux ensemble pour voir qu'est-ce que ça donne, vraiment faire une genre de track alternative s'il y a du monde qui veut explorer ou se challenger un peu. Super intéressant. Et de ce que j'en comprends, ces machines-là te ont été fournies
par les organisateurs de l'événement, puis en quel tu avais une partie de choses dans laquelle tu as créé tes artefacts. Fait qu'au fond, les organisateurs de l'événement, ils ont vraiment fourni toute, peut-être un peu l'infrastructure on-premise avec le contrôleur de domaine, le file server, l'Active Directory. Moi, je me suis vraiment créé de mon côté 2 machines virtuelles à moi localement que j'ai joint à ce domaine-là, cette infrastructure, pour exécuter les attaques pour ensuite que la télémétrie remonte. Fait qu'il y avait un mix des deux. Ils ont vraiment, Detcon a vraiment monté le cœur de l'infrastructure, même au niveau de l'environnement Azure, le Sentinel, tout le Windows Event Collector, configurer la GPU pour le Windows Event Forwarding, sans dans le Windows Event Collector, c'était tout eux. Puis moi, vraiment, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de monter mes 2 machines virtuelles, les préparer, les joindre au domaine. Et rendu un certain temps, au niveau de la préparation, on a déployé, j'ai installé Defender for Endpoint lié au tenant du Detcon dessus. Et ensuite, j'ai parti l'exécution de mon attaque comme si j'étais un usager, passer d'initial access jusqu'à ça se termine avec l'exfiltration de données. Super intéressant. Justement, tu as choisi un cas synthétique que tu étais capable de maîtriser. À partir de ce cas-là, une fois que les logs apparaissent, c'est quoi la seconde phase pour que le challenge, tu le mets ça en œuvre, puis les questions et tout ça qui suit, comment tu as organisé ça? Fait qu'au fond, la façon dont je voulais faire le lab aussi, c'était vu qu'on deal avec du Sentinel, donc on s'entend c'est comme un SIEM dans le cloud, ça nécessite un certain setup si on voudrait le faire local. Puis c'est pas comme un Splunk là, dans un sens que, mettons, tu aurais pu monter une VM avec un Splunk Forwarder, puis ton Splunk Server, tu fais tes événements, puis ils apparaissent comme quasiment instantanément dans Splunk Server. Vu que c'est dans le cloud, tu as tout le temps comme ton délai d'ingestion, etc. Puis je voulais pas vraiment faire de quoi où ce que les personnes qui participent au Detcon devaient comme se spinner des VM avec des collecteurs Sentinel, un Windows client, un Windows Server, etc. Parce que là, tu sais, ils auraient exécuté l'attaque eux autres mêmes, ça aurait été plus d'infrastructure. Là, ils doivent attendre 5-10 minutes, refresh le Sentinel pour voir si les données sont ingérées. Fait que je voulais vraiment faire ça dans un sens. Je vais tout faire l'attaque, les données sont ingérées et de là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est threat hunting. Fait que, au niveau du workshop, on y va par un peu, je te dirais, des catégories. Fait qu'il y a comme un peu 4 catégories où, admettons, on va faire un petit peu de threat hunting sur un vecteur d'accès initial, du initial access, comment c'est fait, différentes techniques qu'on peut utiliser pour voir du initial access. Ensuite, on avait Windows Services, fait qu'on regarde tout ce qui est au niveau des services Windows, la création, l'exécution, la configuration, etc. Voir comment les attaquants peuvent utiliser ça, l'abuser, puis comment on peut essayer de détecter des traces de ça. Concept ensuite très similaire au niveau des tâches planifiées, parce que Windows Service, Schedule Task, au niveau du threat hunting, ça se ressemble aussi à ce que tu es capable de faire, de voir puis de rechercher. Fait que c'est un peu, si tu es capable d'en faire un, tu serais peut-être aussi apte à faire l'autre parce que c'est des concepts qui se ressemblent similairement. Puis le dernier, c'était vraiment du hunting at large aussi au niveau du réseau, mais en utilisant de l'enrichissement des sources internes. Fait qu'en QL, le external data pour aller chercher, mettons, une source d'artefacts, d'indicator of compromise qui peut t'aider dans ton threat hunting. Puis nous autres, moi j'ai fait, c'est un lab qui utilise au fond le Living of Trusted Site de Mr. Docs, qui est vraiment une liste. C'est un autre projet de la famille des LOL, là, Living of the Land, fait que LOL Bass, LOL RMM, etc. Mais basé vraiment sur les sites internet, les domaines que tu peux abuser pour certaines choses. Donc un petit workshop là-dessus. Et en question bonus, comme j'ai expliqué pour le monde qui veut un peu se challenger, ils peuvent le faire avec la télémétrie Sysmon, ils peuvent le faire à travers le Windows Event Log. Parce que le workshop ne passe pas à travers toutes les étapes de l'attaque d'Initial Access jusqu'à exfiltration de données. Mais la façon dont les choses ont été faites, les différentes tactiques, etc., une des questions, s'ils veulent, ça peut les aider aussi sur d'autres choses. Essayer de juste faire l'investigation complète, mapper les différentes étapes de l'attaque au MITRE ATT&CK framework pour voir qu'est-ce qui a été utilisé et de là voir est-ce que tu es capable de créer, mettons, des chasses génériques ou du moins des starting hunts qui pourraient te permettre de chasser pour ces différentes tactiques-là, parce que la façon dont c'est fait, vu que moi je fais de la réponse instantanée, c'est un responder, c'est beaucoup de choses qu'on voit nous autres aussi au niveau forensique quand on fait nos analyses, nos investigations. Il y a des chasses que tu peux sortir pour avoir certains éléments, certains résultats qui vont toucher beaucoup de choses
beaucoup de tactiques du MITRE ATT&CK. Fait que c'est pas parce que, surtout si tu vas avec certains concepts, admettons des emplacements bizarres, des exécutions en dehors des heures de travail, des relations, des connexions d'authentification de certains serveurs, systèmes ou services, tu pourrais toucher plus qu'une tactique du MITRE et non pas juste, admettons, accès initial ou command and control, une persistance, etc. Fait que c'est vraiment de jouer avec les données, de quoi ça a l'air, qu'est-ce que tu peux voir, est-ce que les processus sont signés, sont pas signés, est-ce que les haches sont connus, sont pas connus, est-ce que sont renommés, est-ce que ce sont vraiment des emplacements qui correspondent à ce qui devrait être ou c'est juste, c'est bizarre ça, mettons, moi j'installe un service Windows, je le mettrais pas à cet emplacement-là ou je connais ce dossier-là parce qu'il est présent sur beaucoup de postes, admettons, Dell ou Intel, mais il ne devrait rien avoir qui sort de là. Fait que c'est vraiment des choses qu'on voit dans des attaques, nous autres, de tous les jours, qui sont peut-être pas nécessairement connues, mais que ça fait beaucoup de bonnes opportunités pour avoir des détections ou des opportunités de threat hunting. C'est ça, justement, puis tu m'offres l'opportunité, je vais pivoter sur ton expérience professionnelle et en quoi, justement, la façon que tu as monté ton challenge est représentatif de ce que tu vois dans ton quotidien de travail, dans lequel les instants que tu as à gérer, essentiellement. Fait que, vu qu'on en voit beaucoup au niveau d'incident response, nous autres, vu qu'on est incident response, on s'entend qu'il y a quelque chose qui a vraiment mal été. Là. On s'entend, c'est vraiment, il y a un instant qui est arrivé, la compagnie est peut-être down, il y a un rançon-shell qui a été déployé, etc. Donc, puis souvent, malheureusement, pour nous autres, c'est des compagnies qui ne vont pas nécessairement avoir un gros stack ou même plusieurs solutions de sécurité en place. Souvent, là, il n'y a même pas d'EDR. C'est un antivirus géré de base. Fait qu'au niveau de l'investigation, tu te relèves les manches, puis c'est du good old digital forensics. Mais de là, on voit quand même, on peut détecter des choses. On voit, mettons, OK, finalement, les attaquants, ils ont utilisé, mettons, quelque chose qu'on voit souvent. C'est les attaquants qui vont compromettre des comptes de service pour faire des connexions RDP entre des systèmes. Un compte de service, techniquement, c'est censé être un compte qui est utilisé pour justement rouler un service, que ce soit un Windows Service, que ce soit une schedule task, une base de données. Souvent, pour la plupart des environnements, c'est un compte usager normal dans Active Directory où tu as juste mis la chaîne de caractères SVC avant ou après, puis c'est considéré comme un compte usager normal. Fait que tu n'as pas empêché explicitement de faire un logon interactif, de faire un RDP ou autre. Fait que nous autres, on sait que les attaquants vont beaucoup abuser de ça. Puis, c'est pas tant, mettons, c'est une technique de mouvement latéral avec des comptes de service, mais c'est peut-être pas quelque chose que tu checkes explicitement dans un sens, te dire, hey, moi, mes comptes de service sont jamais censés faire du RDP. Ils ne sont jamais censés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont configurés d'une façon qui les empêche explicitement de faire ça. Donc, admettons, de faire le threat hunting pour voir en ce moment, hey, moi, en ce moment, mes comptes de service dans mon environnement, il y en a-tu qui essaient de se connecter entre des serveurs, des systèmes ou autres, mais ça pourrait exposer des comptes de service qui sont mal configurés, des personnes qui abusent des comptes de service en ce moment. Puis, dépendamment des résultats, tu pourrais dire, hey, pourquoi mon compte de service Exchange se connecte sur le serveur SQL à 3 heures du matin un samedi? C'est bizarre, c'est des situations qu'on voit très, très, très souvent. Et même si les personnes ont des contrôles en place pour dire, mettons, mon compte de service n'a pas le droit de faire du RDP, mais l'attaquant, parfois, ne le sait peut-être pas nécessairement. Il va essayer de faire la connexion, il va se taper un denied logon type, mais même si tu te fais une alerte après ça là-dessus, c'est avec le même use case. Tu vas te demander pourquoi mon compte de service Exchange essaie de faire du RDP sur le compte SQL à 3 heures du matin un samedi. Il y a beaucoup de choses qu'on voit. On voit aussi que les attaquants vont souvent déposer des binaires ou exécuter leur script à des endroits qui sont peut-être moins checkés. Puis ça, c'est une de mes choses vraiment préférées en termes d'investigation puis threat hunting parce que tout le monde le fait. Personne vraiment y accorde peut-être parfois beaucoup d'expérience. J'ai vraiment été vocal là-dessus en ligne et tout. Puis malgré tous mes essais, je ne pense pas à ce jour de ce que je sais qu'il y a une technique de MITRE ATT&CK pour. Mais souvent, on va voir les attaquants déposer leurs choses, admettons, à la racine du dossier de ces programmes data ou dans un dossier de ces users publics ou au root de App Data Local, App Data Roaming. Puis ça, souvent, c'est souvent des dead giveaways qu'il y a quelque chose de suspect qui se passe en ce moment. T'sais, en ce moment, je suis en train de faire un IR de rançongiciel et on a vu en faisant quand on n'a rien, donc on utilise nos outils pour aller collecter
la donnée article dans l'environnement. Puis ça, c'est une des premières chasses dans un sens que je vais faire pour peut-être un peu du host-based threat hunting. Je vais aller dire, donne-moi tout le contenu de ces programmes data, de ces users publics, etc., de tous les postes. Puis là, mettons que je fais la révision de ces users publics, tu es tout le temps censé avoir comme les mêmes dossiers, que ce soit genre desktop, documents, etc. Puis là, je vois un dossier que ça me dit rien le nom, je n'ai jamais vu de mémoire, etc. On va dedans, on fait le listing et qu'est-ce que t'en sais? Il y a un fichier DLL qui a été créé dans le temps de l'attaque. Fichier DLL pas connu, là, je ne sais pas si Virus Total, on analyse, puis ça va sûrement sortir comme un genre de beacon, backdoor. Fait que souvent, c'est des choses que les exécutions des emplacements pas communs ou qui ne devraient pas en avoir, ça fait beaucoup d'opportunités de threat hunting, de là combiner à, mettons, checker est-ce que le fichier est signé ou pas, même s'il est signé, est-ce que la signature est valide, est-ce qu'il a été signé récemment ou autre, est-ce que la personne qui a signé, l'organisation qui a signé le binaire fait du sens. Si on peut avoir on l'a vu récemment avec une campagne de Oyster Loader, des MS Teams Setup qui sont signés finalement par une compagnie autre que Microsoft. Ce qui ne fait aucun sens. Tu peux avoir. Fait que c'est un red flag right away. Fait qu'il y a beaucoup de concepts de même qui peut se capturer facilement avec de la télémétrie des produits de Microsoft Defender ou même d'autres EDR ou d'autres produits. Là, c'est vraiment des concepts universels. Puis je voulais vraiment montrer ça dans ce workshop, au moins donner des starting points. Quand tu fais ton analyse threat hunting, tu vas avoir comme beaucoup de données. Qu'est-ce que tu peux utiliser pour essayer comme de filtre out le bruit. Puis un concept le plus important que je l'ai indiqué aussi, c'est en tant qu'être humain, tes yeux, tu vois et tu réalises beaucoup plus de choses que tu le penses. Fait que moi, quelque chose que je fais beaucoup, admettons, que ce soit n'importe quel threat hunting, je vais réviser, admettons, des commandes PowerShell. Puis là, je vais checker, OK, ben donne-moi toutes les exécutions de commandes PowerShell qu'il y a eu dans les 30 derniers jours. Je vais peut-être avoir 15 000 résultats. Mais si je dis, hey, sors-moi les process command line distincts, fait que uniques, toutes groupées ensemble, je vais peut-être tomber à 500 lignes de commandes PowerShell. 500, ça en reste quand même beaucoup. Mais entre scroller à travers 50 commandes PowerShell lentement pour essayer de voir s'il y en a qui te sautent directement au visage, sans utiliser d'autres filtres, sans checker voir si c'est encodé base64, sans checker si ça laisse certaines commandes-là ou autres, bien, tu vas déjà être plus apte à pouvoir capter de l'information puis voir quelque chose qui serait suspect. Puis ça vient aussi beaucoup de l'expérience et où connaître ton environnement. Parce que quand tu connais ton environnement, tu sais à quoi tu devrais t'attendre et pas t'attendre. Ça, c'est la connaissance. Et quand tu es l'externe, un peu comme un consultant comme moi, ça appuie un peu sur l'expérience du vécu que tu as vu dans d'autres environnements, d'autres incidents, puis dire OK, je pourrais comprendre pourquoi il ferait ça de cette façon-là, mais ça reste quand même weird, je vais vérifier juste au cas où. Oui, ben c'est ça qui est intéressant. Quand on en fait plusieurs, on développe des réflexes. Puis justement, ces terrains d'entraînement-là, comme le workshop que tu as mis en place, ça justement à venir entraîner ces réflexes-là. Et comme tu dis, juste de zapper avec tes yeux, tu vas capter rapidement l'anomalie parce que ton cerveau est déjà entraîné à ce genre de choses-là. À défaut d'avoir de l'expérience, ces terrains-là sont très utiles. À part ces éléments-là que tu as couverts sur ce que tu as développé sur le workshop, y a-t-il d'autres éléments que tu veux mentionner ou que tu veux partager sur ce que tu as mis en place et comment ça peut servir davantage à aider les gens à progresser? Je dirais que la façon dont j'ai fait le workshop, là, c'est quand même vraiment simple. On s'entend, c'est 2 machines virtuelles. On a installé, au fond, ça a vraiment comme down 2 machines virtuelles. On a envoyé les logs dans un Windows Event Collector qui sont envoyés dans un Sentinel pour les Windows Event Log, les 6 months, puis sinon, c'était juste un Defender Friendpoint qui envoyait la télémétrie. Fait que n'importe qui serait dans une position de se faire un petit home lab et tout, c'est vraiment accessible à tout le monde, même si vous voulez vous spinner un petit peu un petit home lab sur un portable. Moi, pendant longtemps, mon home lab, c'était sur, peut-être honteux à dire, mais c'était sur mon PC de gaming personnel, puis sur mon laptop avant de m'acheter, de voir la lumière et de m'acheter un serveur dédié pour ça l'année passée. Là, j'ai tout transféré, tu sais. Mais c'est vraiment au niveau de faire ce genre de threat hunting-là gratuit, même si ce n'est que de set up un petit stack élastique, avoir des données. Comme je dis, moi, je l'ai fait spécifiquement sur Sentinel CoQL avec MDE parce que c'est ce que je connais le plus. Puis MDE, si tu t'envoies en Sentinel en CoQL, c'est qu'est-ce que tu risques de dealer le plus.
Je pense que je pourrais à peine compter sur une demi-main le nombre d'organisations que j'ai vues. Puis je deal quand même beaucoup dans le PME. J'ai quand même vu de la grande entreprise, mais le nombre d'organisations qui envoient des logs Sysmon ou du Event Security Log Pure avec ton Event ID 4688 et ton Process Creation, puis qui ont juste ça, qui n'ont pas de log EDR, DMD dans Sentinel. Pour vrai, je pense même pas que je peux lever 2 taux droits pour compter ça. Fait que, tu sais, oui, il y a beaucoup de workshops, je pense, de training qui existent pour ça. Ça te montre vraiment des concepts universels, mais je voulais vraiment faire quelque chose qui était projet. Qu'est-ce que tu vas voir en entreprise en réalité, dans un événement de communauté accessible à tout le monde. Mais même si ce serait pour faire ça à la maison, spinner des VM, faire un ELK, etc., le concept de qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu vas rechercher au des Windows Service, tes schedule tasks, initial access, les relations que tu vas faire entre les différents processus, les arguments de command line, le temps d'exécution, si c'est en telle et telle heure, etc. Une fois que tu connais ton threat hunting, tes concepts, moi je dis tout le temps, tu peux l'appliquer sur n'importe quel produit. Tout ce qui te manque à apprendre un peu, c'est le langage. Après ça, ce query-là, savoir comment le faire en Splunk, en SPL, en Sentinel, en KQL, comment le faire en CrowdStrike, en CQL, etc., etc. Fait que c'est pour ça que les workshops qui montrent beaucoup de Sysmon puis des security event logs, c'est bon aussi. Ça te donne justement cette base universelle-là, mais je vais vraiment montrer une expérience plus réaliste de qu'est-ce que tu vas voir dans le day-to-day. Ouais, très spécifique MDE, puis c'est très intéressant parce qu'effectivement, du moins au Québec, c'est très présent ces stacks-là depuis les 5-6 dernières années. Là. Ça s'est popularisé à bien des égards. Puis pour ceux qui veulent faire des labs à la maison, comme tu mentionnes, Sysmon puis un stack ELK, c'est la façon de faire. C'est ce que je faisais pour comprendre le fonctionnement de Sysmon notamment. Puis comme toi, je n'ai vu très peu déployer. Pourtant, un outil gratuit qui permet un minima. Et juste de conserver localement ces logs-là, dans un cas d'un incident, ben, ça va venir aider l'équipe qui va arriver parce que va être capable de fonctionner un peu moins à l'aveugle que si ces informations ne sont pas là. Je te remercie énormément de ton partage, c'est super intéressant. Merci aussi d'avoir pris le temps d'avoir fait ce workshop-là et de mettre ça à la disposition des gens. Pour les gens qui ne connaissent pas la DEFCON, allez voir sur le site. Ceux qui sont abonnés, je pense que c'est les workshops, on va aller jusqu'à la fin ou dans un mois, je pense. On va aller, je pense, que jusqu'à fin novembre ou décembre, puis dépendamment de comment c'est fait puis qu'est-ce qui reste, je pense que leur but, je pense annoncer, là, ils veulent essayer d'étirer les workshops pour que ce soit disponible le plus longtemps possible, mais c'est quand même une infrastructure qui est en arrière, fait qu'il y a certains coûts, mais c'est sûr qu'ils vont être disponibles, je pense, pour le mois de novembre, puis je pense qu'ils veulent se rendre jusqu'à la fin décembre au moins pour les laisser en ligne. C'est ce que Mathieu essaie de dire, que c'est probablement qu'il essaie de convaincre les gens là aussi, mais c'est quand même des sous, des complications, mais c'est très, très chouette. Merci énormément. C'est super chouette cette conversation-là. Puis j'espère que tu vas continuer à partager comme ça avec tout le monde. Merci, ça fait plaisir.